Messieurs et dames, bonsoir. Merci de nous rejoindre à ce 20h sur True TV. Rendez-vous d'information dont voici les titres. Médias publics. Plus d'une vingtaine d'agents réaffectés dans les communes rurales. Le SYNATIC, syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, dénonce des réaffectations sans motif valable. Et puis grève des chauffeurs routiers. La fin ce lundi, mais pas pour ce qui est des désagréments pour les populations. Toujours des pénuries dans les stations d'essence. Constat à vous partager tout à l'heure. Et enfin, rentrée scolaire 2020-2021 dans les régions à fort défi sécuritaire. Le ministre en charge de l'Éducation nationale, Stanislas Ouareau, a initié une rencontre pour aborder la question de la gestion de l'éducation en situation d'urgence. Encore une fois, merci de nous suivre. Le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture SYNATIC a animé une conférence de presse ce lundi 19 octobre pour dénoncer la crise au sein des médias publics. Plus d'une vingtaine d'agents ont été réaffectés dans des communes rurales et selon le secrétaire général adjoint du SYNATIC, cette réaffectation s'est opérée le 2 octobre dernier sans motif valable, au gré, disent-ils, des humeurs du ministre de la Communication, Mamidrena Kamambou. Le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture SYNATIC accuse le ministre de la Communication de vouloir dissoudre leur organisation syndicale. Pour ce syndicat, l'affectation des 350 travailleurs de médias publics en est la preuve. Certains ont demandé effectivement à être déployés dans ces ministères. C'est quelques-uns. On les compte sur le bout des doigts. Mais c'est des agents qui ont été expulsés de la RTB, il faut le dire d'abord, qui ont été envoyés dans les garages, au ministère, dans les DRH, ainsi de suite. Mais c'est normal que de tels agents se sentent frustrés et demandent à quitter le ministère de la Communication. Donc, est-ce que pour cela, on va dire non, ce sont des agents qui ont demandé à partir dans les communes. Donc, voilà donc quelque chose qui n'est pas du tout exact et qu'il faille donc corriger. Et les responsables du SYNATIC vont plus loin. Ils le reprochent à Rémi Danginou de vouloir briser les carrières des agents des médias publics en les réaffectant dans les communes rurales sans motif valable. Le camarade Abouno au montage vidéo, c'est l'un des meilleurs. Lui, on l'envoie à Rolo. Je n'ai rien contre la commune rurale de Rolo. Un monteur vidéo. Qu'est-ce que c'est un monteur vidéo à chercher? Il y en a même qu'on a envoyé dans mon village, dans Mouna. Bon, il ne dit pas qu'il y a des besoins, c'est vrai, mais il faut consulter les gens au moins. Sinon, même s'ils partent à Rolo, c'est quel travail ils vont faire, quelle productivité. À Bobo Dioulasso, Amadou Blougué, qui faisait des grands reportages à Bobo pour la télé. Actuellement, lui, il fait de l'élevage parce que, il n'a pas d'emploi. Autres préoccupations soulignées par ce syndicat ce 19 octobre sont entre autres l'insuffisance des ressources humaines et le manque de matériel de travail dans les rédactions. Les rédactions des éditions Sidoya et de la RTB ont vu leur effectif réduit de moitié et de nombreuses tâches sont désormais confiées aux stagiaires, à en croire le SYNATIC. Le stagiaire est obligé d'aller recueillir et de revenir d'abord. Et c'est les mêmes encore qui étaient partis à d'autres reportages qui vont encore traiter cet élément. Or, dans le même temps, vous avez des gens qui sont assis, nous voilà, on est là. On n'a pas de travail, on a été passé sans vraiment de motif, sans l'aide de mission, il n'y a absolument rien à faire là où on a été affecté. Et c'est les stagiaires qui font le boulot. Si vous avez remarqué, effectivement, souvent vous constatez qu'il y a des coupures à la télévision, en plein journal, vous remarquez qu'il y a un autre élément qui passe, comme ça. Ben, ne soyez pas étonnés, ce n'est pas un mouvement d'humeur de la part des agents, pas du tout. C'est le matériel qui est devenu tellement vétuste qu'il saute tout seul. Et vous êtes assis, effectivement, le technicien est assis, il comprend rien, il saute tout seul. Au regard de ces questions évoquées, le SYNATIC réaffirme sa disponibilité au dialogue afin qu'une solution diligente soit trouvée à cette crise et qui secoue les médias publics depuis bientôt 5 ans. Le Bureau national du SYNATIC
invite les travailleurs de médias publics à rester mobilisés et à l'écoute pour toujours dire non aux affectations, sanctions, aux tracasseries de tout genre et à la violation de liberté de presse. La grève de 96 heures des chauffeurs routiers a pris fin aujourd'hui lundi. Si dans la pratique, ces derniers reprennent lentement le travail, les populations, elles, continuent de subir les conséquences du bras de fer qui les oppose à leur ministère de tutelle. Parlant de ces chauffeurs routiers, les stations d'essence prises d'assaut sont gagnées par une pénurie de fioles. Le constat avec notre reporter Abdoul Rahim Nigné. Après 4 jours d'arrêt de travail, les gros porteurs sont à nouveau dans les rues. Mohamed Sani est un chauffeur ghanéen. Après 4 jours passés au péage sur la route nationale numéro 4, il est enfin entré dans la capitale burkinabé. À ce premier jour de reprise de travail par les chauffeurs routiers, le trafic vers le service de la douane est important. Conséquence, la cour du service devient exiguë pour accueillir ces gros porteurs qui sont obligés ainsi de faire la queue. Et Mohamed Sani attend impatiemment son tour. Il a perdu beaucoup de temps, mais il ne s'en plaint pas. Quand nous sommes arrivés, ils nous ont fait comprendre qu'il y a un mouvement. Les chauffeurs ne sont pas contents. Nous avons perdu beaucoup de temps ici, mais je pense que c'est pour le bien des chauffeurs. Il y a beaucoup de tracasseries sur la route. Sans les chauffeurs, le pays ne peut pas fonctionner. Il faut qu'on règle le problème des chauffeurs. Ce matin, le travail a repris. Il y a déjà beaucoup de camions à l'intérieur. Donc d'ici à 13 heures, je pense que ça sera mon tour d'entrer dans le service de la douane. Le travail reprend, mais les conséquences de cette grève pèsent toujours sur les populations. Dans les stations d'essence, impossible de se ravitailler en carburant. Depuis maintenant 48 heures, avoir ce précieux liquide relève d'un parcours de combattant. Si on pouvait voir pour nous aider, vraiment ça va faciliter la tâche. Sinon, il y a beaucoup même qui travaillent avec le carburant. Même les gens qui travaillent avec les moulets là. Il y a des moulets même qui prennent le carburant. Si ça va être comme ça là, vraiment, il y a beaucoup qui ne vont pas manger. Ou bien, c'est pas bon. Tout le monde souffre. Nous tous on souffre par rapport au carburant là. Sinon vraiment, il n'y a qu'à nous aider. Et mon degré là, c'est 40 en bas, en rouge. Dernier trait. Notons que la grève des chauffeurs routiers a débuté le 14 octobre dernier suite au mot d'ordre de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina qui dénonce une mauvaise gestion du fret par le gouvernement. Sahel, boucle du Mouhoun, Est, Centre-Nord, Nord et Centre, ces 6 régions du Burkina Faso, à fort défi sécuritaire, connaissent des fermetures de salles de classe. Pour cette rentrée scolaire 2020-2021, le département du ministre Stanislas Ouaro a réuni les gouverneurs de ces régions, les maires et directeurs des structures déconcentrées du MENA pour aborder la question de la gestion de l'éducation en situation d'urgence. Michael Tougri. L'objectif de cette rencontre avec les acteurs du système éducatif dans les zones à fort défi sécuritaire est de définir une bonne approche pour une rentrée scolaire 2020-2021 réussie. 6 régions du Burkina Faso subissent les conséquences de l'insécurité sur le plan de l'éducation, destruction d'infrastructures, déplacement d'élèves et parfois assassinat des enseignants. Il y a des défis énormes à relever. Nous avons un peu plus de 2300 établissements fermés. Et c'est vrai que on a rouvert donc un peu plus de 200 établissements, mais notre souhait c'est de permettre à tous les établissements de notre pays de fonctionner. Pour cette année, en collaboration avec le ministère en charge de l'action humanitaire, nous avons évalué un peu plus de 60 000 élèves déplacés internes, des élèves qui vont dans des communes hautes, mais plus de 270 000 enfants en âge de scolarisation qui ne sont pas à l'école et qui se sont déplacés avec leurs parents. C'est des gros défis. Le département de Stanislas Ouaro et les acteurs du système éducatif en zone difficile au Burkina Faso, dans leur feuille de route, ont des préoccupations et des attentes. Et cette rencontre d'échange permettra de réfléchir ainsi que d'élaborer les conditions pour un bon déroulement de l'année scolaire 2020-2021 au Burkina Faso. Il y a des communes où tous les établissements sont fermés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut échanger. Et pour nous, pour le gouvernement, au-delà donc de la campagne électorale qui vient, nous sommes toujours en place pour réfléchir sur les préoccupations réelles de nos populations. Mais à côté de cela, il y a les réalités qui sont là, il ne faut pas les oublier.
Et donc nous attendons beaucoup de cette rencontre. Nous avons déjà déblayé le terrain les 23 et 24 janvier pour l'année scolaire écoulée. Donc nous allons ressortir cela pour voir ce qui a été mis en œuvre, ce qui n'a pas été fait et les nouvelles innovations qu'il faut apporter afin que nous puissions faire en sorte que nos élèves puissent reprendre. Cette rencontre d'échange sur la gestion de l'éducation en situation d'urgence dans le cadre de la rentrée scolaire 2020-2021 réunit les 6 gouverneurs, les hauts commissaires, les maires et les directeurs des structures déconcentrées du ministère en charge de l'éducation nationale des régions à fort défi sécuritaire. Pour le paiement des frais des associations des parents d'élèves APE, comme on l'appelle, dans les établissements, le ministre de l'Éducation nationale s'est voulu très clair. On ne doit pas expulser un élève parce qu'il n'a pas payé la cotisation APE. Le paiement de ces frais fait souvent l'objet de vives protestations de la part des élèves. Écoutons justement le ministre de l'Éducation nationale sur cette question en cette rentrée scolaire. Au niveau du post-primaire et secondaire, il y a des associations de parents d'élèves légalement constituées. Nous avons des COGES aussi. Nous les encourageons à nous accompagner. Nous n'avons jamais dit qu'il ne faut pas payer de cotisation APE. Ce sont des associations légalement reconnues. Ce que nous disons, on ne doit pas chasser un élève de la classe parce qu'il n'a pas payé une cotisation APE. C'est ce qu'on a dit. Ça, c'est clair. Mais nous encourageons, et j'ai sorti une circulaire pour féliciter les APE pour le travail qu'ils font. Vous savez qu'il y a des établissements sans la cotisation APE, l'établissement aura du mal à fonctionner. Parce que pour le moment, les ressources de l'État ne permettent pas de tout couvrir. Et c'est normal. On est dans une situation sécuritaire inédite où, en 2015, on avait orienté 7% du budget de l'État pour la sécurité. Aujourd'hui, on est à 23%. La masse salariale est passée de 495 milliards à plus de 900 milliards. Donc, on a besoin de ressources. Et tous ceux qui peuvent accompagner. Et donc, ce que je précise, post-primaire et secondaire, là, on n'a jamais dit de ne pas payer de cotisation. On a dit simplement, l'élève qui n'a pas payé ne doit pas être exclu. Maintenant, on encourage effectivement les parents à contribuer. Et donc, à contribuer, ils vont contribuer comme si ils ne sont pas organisés pour payer les cotisations. Maintenant, au-delà des cotisations que chaque structure d'APE a fixées, parce qu'ils sont organisés, et dans leur organisation, ils ont des montants qu'ils ont fixés. Il arrive qu'il y a des montants qui soient au-dessus, mais ça, c'est une organisation interne des structures d'APE. Et en général, ce qu'ils appellent cotisation spéciale, ils peuvent faire ça pour construire une école, ils peuvent faire ça pour payer des tabacs. Ils doivent faire la demande au ministère de l'Éducation qui donne son accord. Nous restons avec le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales qui a procédé le dimanche dernier à l'inauguration d'une nouvelle infrastructure scolaire dans la commune rurale de Fara, dans la boucle du Mouhoun. L'objectif est de permettre aux élèves et aux enseignants de travailler dans de meilleures conditions. Cette nouvelle réalisation vient soulager le milieu éducatif en cette rentrée scolaire. Le détail avec Mamie Triana Kamambou. Les écoles sous paillotes relèvent désormais du passé dans la commune rurale de Fara, dans la boucle du Mouhoun. Une nouvelle infrastructure scolaire qui vient renforcer la qualité de l'offre éducative. Ce joyau est composé entre autres de 3 salles de classe, un bureau, un magasin, des latrines et un forage. En tout, 50 salles de classe ont été construites dans la commune de Fara. Toutes ces écoles ont été équipées en plus de l'équipement d'un CG et de 2 autres écoles. Parmi ces réalisations, nous notons aussi l'achèvement d'une école progressive, la réhabilitation de 2 écoles et d'un CG, la réalisation de forages et de latrines. Et les investissements se poursuivent. Il y aura bientôt, les travaux ont dû commencer, la construction de 2 écoles, bientôt. Cette école inaugurée ce dimanche 18 octobre fait partie de 140 nouveaux bâtiments réalisés par le gouvernement burkinabé et ses partenaires techniques et financiers, et ce sur toute l'étendue du territoire national. C'est un programme qui va se poursuivre. Et je suis heureux d'être là aussi avec mon collègue ministre de l'économie, des finances et du développement, qui est, comme les gens disent, l'argenté du gouvernement, et pour lesquels il est bon par moment qu'ils viennent toucher du doigt les réalités, mais surtout voir ce qu'on fait avec les ressources qu'il met à notre disposition. Ça l'encourage à poursuivre et à rechercher des ressources avec des partenaires ou des ressources au niveau interne. Donc c'est avec beaucoup de joie que nous inaugurons cette énième infrastructure et qui est réalisée, c'est une infrastructure de qualité qui est réalisée à 2 pentes avec des normes qui permettent vraiment de résister à des intempéries. Et donc ça va permettre d'améliorer l'accès et la qualité du système éducatif ici. Natif de la commune rurale de Fara, le ministre en charge de l'économie et des finances a félicité le gouvernement pour cette nouvelle infrastructure. Lorsqu'on nous a présenté ces images d'une école qui risquait de s'écrouler, c'était une préoccupation pour nous tous.
Et nous avons donc, à travers le maire et bien sûr les gens de la région, approché le ministre qui a bien voulu donc répondre à notre sollicitude. Donc je souhaiterais donc le remercier et remercier le gouvernement et son Excellence, le chef de l'État, pour tout ce qu'il a fait pour le pays et particulièrement ce qu'il a fait pour notre commune, Fara. Une remise de kits scolaires et sportifs, suivie d'une visite guidée de nouvelles réalisations, a mis fin à cette cérémonie d'inauguration. Il avait pour directeur de thèse le professeur Stanislas Ouarou. Kanfieni Estelle Alidiatou Nassouri vient de passer docteur de l'université Joseph Kizerbo. Elle a soutenu sa thèse en mathématiques à l'UFRSEA. C'était samedi dernier. Son travail a porté sur la formation de la dune de sable et cette étude devrait donc permettre de contribuer à mieux préserver l'environnement. Abdoul Rahim Niénié. Vous êtes dit du grade de docteur de l'université Joseph Kizerbo avec la mention très honorable. Ainsi, Alidiatou Nassouri devient docteur par la validation de sa thèse avec une mention très honorable. Après 4 années de préparation, l'impétrante inscrit ainsi son nom parmi les docteurs de l'université Joseph Kizerbo à travers sa thèse qui traite de la formation des dunes de sable. Ce sont des sujets qui peuvent aider sur le domaine de l'environnement à lutter contre la désertification et les ensablements et autres. Et sur les problèmes elliptiques, ça c'est un peu plus théorique, qui a bien d'autres applications telles que la mécanique des fluides. J'ai aimé, c'est avec plaisir que j'ai travaillé dessus. 4 ans, ça a été long, pénible, mais bon, au final, ça a payé, mais c'était difficile. Quels sont vos sentiments aujourd'hui? Contente, au moins je vais bien dormir. Le professeur Stanislas Ouarou, encadreur de l'IMP30, se réjouit de ce résultat. Pour lui, la réalisation de cette étude permet de mieux appréhender la formation des tas de sable et par ricochet prendre des précautions pour préserver l'environnement. Avec beaucoup de joie, c'est l'aboutissement de journées blanches, d'hésitation, de doute pour l'étudiante et aussi pour l'encadreur. Parce que lorsque vous travaillez sur les questions, il n'y a pas de résultat. Vous voyez donc le regard qui peut être accusateur de l'étudiante. Et ce n'est pas évident. Et dès qu'il y a de bons résultats, on est content. Donc, les dunes de sable coupent les routes, les dunes de sable donc, ensablent nos champs, etc. Et donc leur compréhension et après le contrôle. Et pourquoi pas peut-être un jour travailler à dévier les dunes de leur destination. Ça peut aider effectivement à pouvoir protéger notre environnement, à protéger nos cultures. Le thème abordé dans ce document est donc jugé pertinent par le jury et assez fourni en matière de recherche. Dans sa recherche, la désormais docteur fait des simulations numériques pour mieux expliquer les théories utilisées. C'est un travail riche et varié. Et il y a déjà 3 publications. Il y a beaucoup d'autres en attente. Et les résultats sont d'importance scientifique, mathématique, à la fois théorique, numérique. Donc, c'est des études théoriques de la simulation numérique. C'est rare que dans les thèses, on ne trouve cette densité de travail. Avec cette soutenance, c'est la communauté scientifique, notamment celle de l'université Joseph Kizerbo, qui s'agrandit. Et le nouveau docteur de cette université a réaffirmé sa volonté de poursuivre la recherche et à ses encadreurs d'encourager cette volonté. Suite de la mission de préparation du Forum régional des personnes vivant avec un handicap prévu pour le 27 octobre pour celui national. Après la région des Cascades, c'est la région du Nord qui a abrité la rencontre avec la ministre en charge de la solidarité et de l'action humanitaire. C'était samedi à Waïguia. Les personnes vivant avec un handicap ont présenté leurs doléances et préoccupations. Sanata Siré. L'absence des centres de formation professionnelle, l'insuffisance du nombre de bénéficiaires des micro-projets économiques aux personnes en situation de handicap et la non-effectivité de la jouissance des principaux droits de la carte d'invalidité. Ce sont entre autres les préoccupations des personnes en situation de handicap de la région du Nord exposées ce samedi lors de leur forum régional. Des doléances plus ou moins réalisables selon Marie-Laurence Ilboudo. La doléance la plus difficile, c'est l'installation et l'équipement des centres de formation. Ça aussi, je pense que si on le budgétise avec les partenaires, nous pourrons
nous pourrons avoir gain de cause. Sinon, les autres sont réalisables. Nous avons eu des discussions avec certaines personnes qui pensaient que l'approche est pas suffisante, ce qui est vrai, mais nous allons accélérer et nous allons augmenter l'approche. Mais il est important de dire que les ressources de l'État étant limitées, nous devons faire avec ce que nous avons. Donc, nous avons pu faire avec ce que nous avons. Nous espérons faire mieux, mais il est important que ces personnes aussi soient plus engagées. L'une des préoccupations qui a suscité le débat entre la ministre et les personnes en situation de handicap du Nord était l'absence de mesures spéciales favorisant leur accès aux logements sociaux. Et sur la question, Marie-Laurence Ilgoudo s'est voulu on ne peut plus claire. L'accompagnement au logement vient du ministre de l'Urbanisme. Aujourd'hui, les logements sociaux sont sous différentes conditionnalités. Donc, il faut avoir un revenu qui puisse vous permettre d'avoir accès. Ce n'est pas des logements gratuits. Et vous avez vu dans les débats, ils veulent des logements gratuits. Ça, c'est un autre débat. Peut-être, c'est ce que nous pouvons faire, c'est de demander aux maires, lors des lotissements, de sortir un quota pour ces personnes, pour qu'elles puissent construire elles-mêmes. Sinon, l'État ne peut pas aujourd'hui faire des logements gratuits aux citoyens. L'effort que l'État fait, c'est de mettre des logements sociaux à bas prix pour ces populations. Mais la gratuité reviendrait difficile parce que si on commence à faire des logements sociaux pour des personnes handicapées, les femmes vulnérables vont demander les logements sociaux, toutes les couches vulnérables vont demander les logements gratuitement et l'État ne peut pas subvenir. Au Burkina Faso, les personnes en situation de handicap sont estimées à plus de 168 000, soit 1,20% de la population, selon les statistiques du ministère en charge de l'action humanitaire. Il ressort que la région du Nord est la plus touchée, avec plus de 11% du chiffre national. Le CIFDA, Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique, a procédé ce lundi au lancement officiel de sa 10e session des universités d'été des droits humains. Elles se tiennent du 18 au 28 octobre. Les participants, au nombre de 30, bénéficieront de formations sur le rôle et la protection des défenseurs des droits humains. Ami Valiant et Nelly Tapsoba pour le reportage. Les défenseurs des droits de l'homme subissent souvent des attaques et des représailles de la part d'acteurs étatiques et non étatiques, dans la mesure où ils sont souvent incompris. C'est pourquoi le Centre d'information et de formation en matière des droits humains en Afrique, CIFDA, a jugé utile de mettre ces défenseurs des droits de l'homme au cœur de la 10e session des universités d'été des droits humains. Les participants vont réfléchir sur des mécanismes afin d'assurer leur sécurité et les accompagner dans leur rôle. Cette formation est nécessaire pour la réalisation de leur mission. Il faut dire que c'est une formation continue dont ils ont besoin pour relever ces défis parce qu'ils sont de plus en plus menacés dans la défense des droits des autres. Vous voyez que cette session a été organisée au profit des jeunes défenseurs des droits humains de l'espace CEDEAO. Donc nous les encourageons à suivre de façon assidue cette formation pour leur bien et pour le bien des pays qu'ils représentent. La présente session a entre autres pour objectif d'outiller les jeunes défenseurs des droits de l'homme afin qu'ils puissent mener des actions de plaidoyer en vue de leur protection effective. Nous avons organisé ces universités d'été-là sur la thématique rôle et protection des défenseurs des droits humains dans l'optique déjà de sensibiliser ces défenseurs-là sur des mécanismes existants qui peuvent les protéger. Parce qu'il y a beaucoup de mécanismes qui existent, mais ils n'ont pas connaissance. Même notre loi nationale dont Madame la ministre faisait cas, il y a beaucoup de défenseurs des droits humains au Burkina Faso qui ignorent l'existence de cette loi-là. Donc c'est déjà la sensibilisation et aussi les outiller à l'utilisation, à s'approprier ces mécanismes et ces lois qui existent, qui protègent les défenseurs des droits humains. Les participants au nombre de 30 ont été sélectionnés sur plus d'une centaine de jeunes de l'espace CEDEAO et ont manifesté l'intérêt à prendre part à cette 10e session des universités d'été des droits humains. Ils viennent du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Burkina Faso.
Les rideaux sont tombés vendredi dernier sur l'atelier de planification technique et budgétaire pour la mise en œuvre de la deuxième phase du programme de coopération transfrontalière locale et du programme régional d'appui à la décentralisation à Ouagadougou. Cet atelier vise à financer plusieurs projets de développement dans les zones rurales et consolider les actions posées lors de la première phase du programme. Le portage de Saint-Jekouma et Fatimata Nikema. 3 jours durant, ces participants ont mené des réflexions sur la planification des travaux qui seront effectués dans le cadre de la deuxième phase du programme régional d'appui à la décentralisation financière. Lors de cet atelier, engagement a été pris par les parties prenantes pour une meilleure gestion des ressources financières mises à la disposition des collectivités territoriales. Au cours de ce séminaire, nous avons réfléchi sur 2 renforcements de capacité que je voudrais rappeler. Le premier renforcement de capacité est la mise en place d'une fonction publique territoriale compétente qui permet aux collectivités territoriales d'être des maîtres d'ouvrage compétents qui pourront procéder à un examen diligent, bien informé des différents projets. Mais également, nous avons mis l'accent sur la responsabilité des maires en tant qu'élus, responsabilité essentiellement d'orientation politique, mais également nous avons abordé les questions d'intégrité et de compétences sur le plan moral. Donc c'est muni de ces 2 pieds que vous pouvez être rassurés que l'argent qu'ils nous ont mis à notre disposition est utilisé à bon escient. La contribution de la coopération suisse à la deuxième phase du programme de coopération transfrontalière locale s'élève à environ 15 milliards de francs CFA. Par ce geste, les donateurs entendent consolider les actions qui avaient déjà été posées lors de la première phase du programme. Donc je pense que beaucoup de choses ont été acquises, ont été réussies pendant cette première phase. Donc je pense que c'était tout à fait logique de continuer de travailler sur cela, de bâtir sur ce qui a été mis en place et de poursuivre vers l'objectif d'une décentralisation accrue et d'un renforcement des dynamiques transfrontalières au niveau de la sous-région. Ces travaux seront prioritairement menés pour favoriser l'accès aux services et infrastructures socio-économiques pour les populations vivant dans les zones rurales. Toutes choses qui devraient également contribuer à l'amélioration de la situation sécuritaire des pays. Ce sont souvent des populations à des frontières qui sont délaissées par le gouvernement central et qui sont l'appât de tous ces mouvements terroristes. C'est pourquoi, en réalisant des investissements, on pense que nous les enlevons de tous les risques qu'ils vivent. Et c'est aussi notre contribution à l'éradication de l'insécurité. Cet atelier de 72 heures a connu la participation d'une 40aine de représentants de 10 pays de la sous-région, dont le Burkina Faso, le Bénin et le Mali. Il a trouvé la bonne combinaison du 4+1 du 2 octobre dernier des Jeux du hasard de la Lonabé. Souleymane Ouedraogo a reçu son chèque de 38 944 000 francs CFA. C'était samedi dernier des mains de la directrice marketing et de communication de la Lonabé. Et le natif de la ville de Dédougou compte investir cette somme dans son secteur d'activité qui est la couture. Nadine Zongo. Le cercle des millionnaires s'agrandit. Souleymane Ouedraogo, résident de la ville de Dédougou, vient d'y inscrire son nom à travers les Jeux de hasard de la Lonabé, l'autorité nationale burkinabé. Il remporte plus de 38 millions de francs CFA en misant 600 francs seulement au 4+1 du 2 octobre 2020. Je voudrais dire merci à toute la population de Dédougou et à la Lonabé. C'est grâce à toutes ces personnes que j'ai réussi à avoir cette somme. J'invite chacun à tenter sa chance. Cela fait 16 ans que je joue au PMU et je n'ai jamais abandonné. C'est ce sacrifice qui a été récompensé aujourd'hui. Donc, vous aussi, n'abandonnez jamais. Votre étoile brillera un jour. Souleymane Ouedraogo n'est pas à sa première tentative, dit-il. Et c'est sa deuxième fois de passer à la caisse de la Lonabé. Le regagnant avait déjà remporté 1 million de francs CFA il y a 4 ans de cela. Une confiance qu'il a placée à la nationale des Jeux du hasard qui se concrétise aujourd'hui selon lui. Il compte investir son gain dans la couture, sa principale source de revenus.
Je vais utiliser cette somme pour mettre une clôture à ma maison et je vais bien la construire pour moi et ma famille. Je vais également investir dans mon atelier de couture. Réellement, la LONABE peut compter sur moi pour bien gérer cette somme. Même s'ils reviennent dans 10 ans me demander des comptes, ils ne seront pas déçus. La représentante du directeur général de la LONABE, Thérèse Nabaloum, directrice marketing de la LONABE, tout en invitant la population à placer sa confiance à la LONABE, a demandé à l'heureux gagnant du jour de réaliser un plan d'investissement fructueux pour lui et sa famille. Et ce que nous allons souhaiter pour M. Ouedraogo, c'est qu'il puisse prendre le temps de réfléchir avant d'investir et qu'il ne se précipite pas. Il y a des structures officielles qui accompagnent les investisseurs, comme la maison de l'entreprise, et qu'il prenne le temps de mûrir son projet avant d'investir. Et je vais rappeler aussi que quand on remet le chèque ne va pas à la maison, c'est à la banque. Donc, inutile d'espérer qu'il dépose l'argent chez lui à la maison. Et je vous ai demandé aux parieurs de toujours faire confiance à la LONABE. C'est vrai que c'est un jeu de société, mais c'est fait par une société d'État nationale. Nous voyons la prolifération de faux jeux dans la ville, dans des boîtes, dans des caisses par des étrangers, alors que la nationale des jeux est faite pour les Burkinabés. Nous n'allons pas jouer ailleurs. Donc j'invite la population à faire confiance, à quitter l'escroquerie et les bénéfices vont à la nation à travers les écoles, à travers les maternités. Et les investissements que la LONABE fait, c'est eux qui ont investi, ce n'est pas nous. Nous ne sommes qu'une croix de transmission. Souleymane Ouedraogo n'est pas le seul gagnant du 4+1 du 2 octobre dernier. 2 autres comme lui ont trouvé la bonne combinaison du jour, dont l'un à Ouagadougou et l'autre à Gawa. Le gagnant de Ouagadougou a déjà reçu son chèque d'un peu plus de 39 millions de francs CFA. Dans les jours à venir, le 3e gagnant résident dans la ville de Gawa entrera en possession de son chèque. C'est la fin de ce rendez-vous d'information que j'ai pris plaisir à présenter. Le programme lui se poursuit sur TruTV et nous vous souhaitons bonne suite de programme.